Bonsoir à tous, moi je m'appelle Aurélien, je suis développeur chez Theodo, c'est une société, une ESN spécialisée dans le développement web. Mon @Twitter, attention, il y a 2 underscores, c'est Aurélien _ LM parce que c'était déjà pris. Ce soir je vais vous parler de la CI. Donc la CI, je pense que vous connaissez un peu tout ce que c'est, l'intégration continue. C'est un titre qui fait peur parce qu'il est sur 3 lignes, mais vous inquiétez pas, je vais le découper en 2. Et en fait, ça se résume là-dedans. Ce qu'on va faire ce soir, c'est une CI qui déchire. Donc une CI qui déchire, qu'est-ce que c'est? C'est quand plusieurs personnes contribuent à une même code base, on veut s'assurer que personne n'intègre de bugs, de régression, et tout le monde vérifie les standards de qualité sur lesquels on s'est mis d'accord dans l'équipe. Ça, c'est la partie intégration continue. Pour qu'elle déchire cette CI, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être rapide, elle a besoin d'être adaptable et elle a besoin d'être configurable. Rapide parce que vous ne voulez pas attendre 3 heures à chaque fois que vous faites un commit pour voir si vous avez intégré un bug ou pas. Adaptable parce que tous les projets sont différents et que donc vous avez forcément des petites spécialités sur votre projet que d'autres n'ont pas, et facilement configurable. Parce que pour moi, la CI, c'est quelque chose, c'est l'affaire de tout le monde et tout développeur devrait être capable de configurer sa CI et ça devrait être un jeu d'enfant et un plaisir à faire. Ça fait partie de la Developer Experience, la DX pour les intimes, et c'est quelque chose pour développeurs comme, bon, j'imagine, la plupart du public ce soir, qui me tient vraiment à cœur. Donc la première partie de ce talk, ça va être sur la rapidité de la CI. La deuxième partie, ça sera qu'est-ce qu'on peut faire avec une CI pour qu'elle soit une CI qui déchire. Donc sur la première partie, pourquoi une CI rapide? Donc moi, pour la petite histoire, dans mon entreprise, j'avais une CI qui durait 8 minutes sur mon projet. Je trouvais que c'était un peu long et j'ai voulu faire un petit sondage dans ma boîte, voir un peu sur les autres projets ce que les gens disaient sur leur CI. Alors, j'ai 2 verbatims, donc ici je vous les lis pour ceux qui sont un peu au fond. Avec Benjamin, hier on a pété des câbles, on avait 10 minutes d'installation à chaque build d'une branche. Et le deuxième, c'est j'ai modifié une ligne de code sur leur projet, mais j'ai dû attendre 25 minutes de build pour passer en prod. Donc c'est sur des situations comme ça, un peu cocasses, qui m'ont poussé à étudier le sujet. Et notamment avec toutes les plaintes des développeurs sur mon projet. Parce qu'en fait, j'ai dû attendre 25 minutes de build, c'était sur mon projet, désolé. Donc, le standard qu'on a mis en place à Theodo, c'est qu'une CI, un build de CI, donc, doit durer moins de 5 minutes pour que ça soit suffisamment agréable pour un développeur, supportable pour un développeur. Pourquoi 5 minutes? Simplement parce que dans les gens qui se plaignaient, il n'y avait que des gens dont la CI durait plus de 5 minutes. Donc là, je vais parler d'une des méthodes qui sert à accélérer la CI. Alors là, je parle de Circle CI parce que c'est une CI que pas mal de gens utilisent pour des petits projets, vu qu'elle est assez facilement configurable, pas très chère pour les projets open source, vu qu'il y a 4 containers gratuits. Mais c'est une technique qui s'applique sur beaucoup d'autres providers, hein, sur GitLab, sur GitHub Action, sur Travis, Jenkins, etc. Donc le principe qu'on a pour accélérer la CI, c'est que moi je me suis aperçu que dans pas mal de projets, la CI en fait, on mettait plein de trucs bout à bout et on s'en préoccupait pas trop. On avait toute une liste de tâches à faire par la CI, donc on check out le code, on build le code, on fait le bundle, on fait les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests end-to-end, peut-être d'autres tests de tooling, de l'analyse statique, etc. On mettait tout ça bout à bout et au final, on attendait que ça se passe. Alors là, je pense que déjà vous pouvez voir quel est le problème, c'est qu'il y a des étapes ici qui sont indépendantes les unes des autres. Par exemple, on n'a pas besoin de savoir que les tests unitaires passent pour lancer les tests d'intégration. Ça peut être des choses qui peuvent être parallélisables. Et donc là-dessus, sur ce principe, on peut gagner pas mal de temps. Alors sur Circle CI, par exemple, comment ça se passe? C'est du YAML, c'est un peu la même syntaxe pour beaucoup de providers, c'est pour ça que je montre un exemple et en fait, vous pouvez l'adapter sur votre provider préféré. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met d'accord pour que toutes les étapes, donc là on va parler de job,
pour un carré. Et donc un build, c'est toute une suite de jobs. Ou un workflow et un build, pardon, on va dire que c'est la même chose. On se met d'accord sur des paramètres pour tous les jobs du workflow. Donc ici, une image node avec un working directory qui est la home. Et on va dire donc, on va décrire nos jobs. Donc par exemple là, j'ai un job de build qui va check out le code et qui va faire yarn pour installer les vendors, et un job de test qui va faire yarn test. Voilà, tout simplement. Donc ensuite on décrit notre workflow, comment ça s'organise ces deux jobs. Là on a le premier job, c'est le build, et le job de test, il a besoin du job de build pour se lancer, puisqu'il faut quand même qu'on ait installé les dépendances avant de faire les tests. Et donc ça donne quoi? Ça donne deux jobs qui sont en série. Et là on se dit, bah, on n'a pas gagné grand chose, Aurélien, à quoi ça sert? Et bien en fait, je vais même vous répondre qu'on a perdu du temps. On a perdu du temps parce que entre les jobs, en fait chaque job va être exécuté sur une machine virtuelle qui va être réinitialisée à chaque fois, donc une machine virtuelle vierge, un runner vierge. Et par exemple, si vous avez installé vos vendors dans le premier job, pour que vos vendors soient disponibles dans le deuxième job, il faut persister donc votre workspace, le dossier par exemple non-modules ou les dossiers de vendors classiques. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément bénéfique pour tous les projets. Mais quand vous avez beaucoup de tests, donc les tests just de l'analyse statique, des tests end-to-end, etc., vous pouvez donc gagner du temps grâce à ça. Grâce à la parallélisation, malgré le fait d'avoir le workspace à persister à chaque fois. Donc là, par exemple, sur le build, par rapport au build en série, on gagne 30% de temps pour chaque build. Ça, c'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc là, tout le monde est content. Et en fait, ce que ça permet aussi, ça permet de rajouter des étapes. Donc là, je rajoute une étape de tooling à la fin. Et ça permet de rajouter des étapes sans impacter la performance de la CI, sans impacter la rapidité de la CI. Et donc ça c'est tout bénef. Puisque on peut voir par exemple un exemple de workflow. Donc là, c'est React, sur la codebase de React. On voit qu'ils ont 13 jobs et ils en ont jusqu'à 600 parallèles. Et avec un système de dépendance, donc ils arrivent à gagner une vingtaine de minutes environ sur leur workflow. Il y a d'autres solutions pour accélérer sa CI. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser du cache pour vos vendors. Vous pouvez utiliser des images Docker personnalisées si jamais vous avez besoin de librairies spéciales et qu'une image Docker qui n'est pas disponible publique, vous pouvez utiliser votre propre image Docker. Et une autre façon aussi, c'est de surveiller la taille de votre repo, puisque la plupart du temps, les runners de CI sont un peu lents et le checkout de Git sur des gros repos peut prendre 30 secondes, voire 1 minute parfois, quand on arrive sur des repos de 500 mégas. Voilà, donc grâce au workflow, on peut rajouter des étapes à moindre coût, voire sans impacter la rapidité de la CI. Donc ça m'amène sur ma deuxième partie, c'est une CI qui est adaptable. Donc là, je vais vous présenter plusieurs tips que moi j'ai pu mettre en place sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous reteniez un type, 2 types maximum. De toute façon, les slides seront sur mon Twitter si vous voulez. Mais ce que je voudrais que vous reteniez surtout, c'est que la CI, c'est pas seulement des tests, c'est pas seulement une plaie parfois à faire passer, et que ça peut vous aider dans votre travail. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut adapter sa CI? Donc en premier, on peut coder ses propres scripts avec Bash notamment, avec ce qu'on appelle donc des pokayoke ou des détrompeurs. Ça dépend le terme que vous utilisez. Donc qui sont des petits checks dans votre CI qui vont vous permettre de ce qu'on appelle fail fast, c'est-à-dire que la CI, si par exemple vous êtes désynchronisé sur votre repo, vous allez arrêter votre build au bout de 30 secondes au lieu d'arrêter votre build au bout de 15 minutes. Donc comme ça, vous avez le retour beaucoup plus rapidement.
Vous pouvez utiliser des librairies qui sont faites pour ça, je vais en présenter quelques-unes. Et vous pouvez interfacer votre CI avec des SaaS, donc des Software as a Service. Donc, par rapport aux librairies, il y a donc j'ai bossé pendant un peu plus de 6 mois sur un design system. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un design system. Par exemple, si vous connaissez Material UI, c'est un design system. C'est quoi? C'est une librairie qui est partagée, une librairie de composants plutôt front, qui est partagée par plusieurs équipes. Et donc, nous, on avait un design system. Et le problème, c'est que niveau organisation, c'était un bazar monstrueux. Et on ne savait pas ce qu'il y avait dans les releases. Et tout le monde mettait des breaking change. C'était vraiment c'était infernal. C'était vraiment infernal. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est deux librairies qui travaillent ensemble. Donc, la première, ça s'appelle Committizen. Qu'est-ce que c'est? C'est une façon de forcer un message de commit, forcer un format de message de commit. Comment ça se passe? Donc il y a en premier, donc là c'est fit pour feature. Ensuite, entre parenthèses, vous avez le scope de la feature, le scope du commit, qu'est-ce que ça va changer, et ensuite le sujet du commit. La deuxième librairie qu'on interface avec Committizen, c'est Conventional Commits. Ça permet en fait de parser les commits, vu qu'on sait qu'on a un format tout le temps le même sur les titres de commits. Ça va permettre de générer les changelogs de votre librairie automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait automatiquement sur la CI. Et petit bonus, c'est que si vous utilisez le semantic versioning, donc le semantic versioning, c'est major, minor patch ou breaking change feature fixe, séparé avec des points. Quand avec votre Committizen, vous spécifiez un breaking change, eh bien vous allez avoir dans les changelogs la bonne montée de version. Et ça se fait automatiquement avec la CI. Et donc ça, grâce à ça, on s'est évité énormément de problèmes de breaking change, puisque à chaque fois que quelqu'un mettait à jour sa dépendance, s'il voyait une montée de version majeure, il avait qu'à regarder le changelog, regarder breaking change et savoir si ça l'impactait ou pas. Donc ça, c'était vraiment un plaisir pour les devs. Donc il y a d'autres façons de faire. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les SaaS, CodeCov et Danger que je vais présenter, et vous pouvez utiliser aussi des crons pour lancer votre CI. La plupart des providers proposent les crons, mais ça c'est besoin métier. Donc par exemple, CodeCov, dans la CI, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère le coverage de vos tests, unitaire, intégration. Ça va les uploader sur CodeCov, et grâce à une extension, vous pouvez avoir sur les divs GitHub, en gros, les lignes qui sont matchées ou pas lors des tests, qui sont utilisées ou pas pendant les tests. Donc ça vous permet aussi d'avoir des checks sur votre PR par exemple, et donc de bloquer un merge ou pas en fonction du coverage, si votre seuil de coverage est atteint ou pas. Le deuxième SaaS que je vais présenter, alors ça c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une librairie, c'est Danger.js. Danger.js, c'est quoi? C'est quelque chose c'est une librairie qui va regarder votre PR, vous lui donnez des règles, et ça va commenter sur la PR, ça va faire une espèce de petite code review automatisée. Ça va commenter sur la PR. Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est que la PR est trop grosse, donc il faudrait, si possible, la découper en plusieurs PR. Il n'y a personne d'assigné sur la PR, donc on pourrait assigner quelqu'un. Les commits ne sont pas nommés comme il faut. Voilà. Ça permet d'automatiser pas mal de checks et donc d'avoir un retour pour le développeur avant même que personne n'ait vu sa PR. Donc ça permet d'accélérer le cycle d'itération sur la PR. D'autres choses aussi qu'on essaye de forcer, donc à Théodo, il y a des experts, un peu comme dans beaucoup de boîtes, il y a des experts de la sécurité, des experts de la performance, des experts des licences, des choses comme ça. Et en fait, la CI, c'est un outil qu'on utilise pour faire des statistiques et pour faire des checks sur tous nos projets. Donc par exemple, pour la vulnérabilité, il y a une PM audit. Pour les licences, si vos licences sont compatibles ou pas, il y a License Checker, qui est
une librairie NPM. Et pour la performance, il y a Bundle Size que je pense pas mal d'entre vous doivent connaître, qui permet de vérifier la taille de votre bundle tout simplement et de committer, alors soit sur la PR par exemple, de mettre un check en disant votre bundle est trop gros, changez la PR, on ne peut pas la merger comme ça. Alors pour la petite histoire, là ce qu'on a fait il y a 2 semaines, en fait là je travaille pour un établissement bancaire et donc ils sont très à cheval sur la sécurité, sur la qualité. Et notamment, ils nous demandent souvent de faire des tests de non-régression dès qu'on sort une feature. Parce qu'on a beau avoir des tests d'intégration, des tests unitaires, etc. La code base est assez lourde, il y a beaucoup de legacy, et donc ils ne sont jamais confiants. Ils veulent tout le temps faire des tests de non-régression. Donc nous, ce que ça nous coûtait, en tant que dev, c'était pénible puisqu'on devait lancer les scripts de non-régression sur notre PC ou faire des requêtes sur les serveurs avec les problèmes de sécurité dans la banque, évidemment, c'était toujours compliqué. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, en fait, c'est grâce à GitHub Action. Donc c'est la solution, entre guillemets, de CI/CD de GitHub, qui, voilà, on peut polémiquer dessus, mais c'est marqué comme ça. Ça vous permet de lancer donc des petits morceaux de workflow sur chacune de vos PR. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, vu que c'est bien interfacé avec GitHub, en fait, notre product owner, donc notre client, va commenter sur la PR en disant « Je veux des tests de non-régression pour cette feature, pour cette PR ». GitHub, ça lance une action GitHub qui est trigger par chaque commentaire sur une PR. Ça va voir le terme non-régression, et en fait ça va lancer les tests de non-régression tout seul. Comme ça, nous on n'a plus rien à faire, et le client voit, donc ça commente ensuite sur la PR en disant il y a tant de différences sur 5000 requêtes par exemple. Donc pour un développeur c'est vraiment un plaisir puisque c'est le client qui fait lui-même la validation et nous on n'a plus besoin de rien faire, on peut faire autre chose en même temps. Donc c'est ce genre d'outils et de façon de penser que j'aimerais que vous rameniez un peu sur votre projet pour avoir des petites astuces comme ça et faire plaisir à vos co-devs et même vous faire plaisir à vous-même. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions. Petite question, je ne sais pas si vous utilisez Jest en test runner pour vos projets JavaScript. Je pose un peu le souci, au fur et à mesure de l'évolution d'un projet JS, il y a de plus en plus de tests, c'est normal. Il y a des tests unitaires sur les composants qu'on rajoute. Au bout d'un moment, on va arriver à 1000, 2000 tests, 3000 tests, 4000, 5000, enfin ça dépend des projets. Mais il y a un temps qui devient assez incompressible sur la durée d'exécution de cette suite de tests. Dans Jest, notamment, il existe des outils qui permettent de lancer partiellement les tests, notamment par rapport à Git, etc., etc. Pour les avoir testés un petit peu, ça marche mal d'expérience. Est-ce que vous utilisez vous avez des stratégies de ce genre-là? C'est-à-dire lancer que partiellement les tests. J'ai vu que tu en parlais très rapidement dans une slide, mais du coup ça m'intéresse beaucoup puisque je pense que c'est une bonne piste. Ouais, ok. Alors, en effet, c'est souvent un problème sur les grosses codebases. Alors, il y a 2 manières de faire ça. En fait, la première manière, c'est de modifier carrément la codebase. Donc, nous, en fait, on est passé sur un monorepo à un moment. Donc, en JS, on utilisait Lerna. Je sais pas si tu connais. Et avec Lerna, tu as une option qui s'appelle --since et qui te permet, en fait, ça va taguer à chaque release de ton repo, ça va taguer tous les fichiers et pour la nouvelle PR, ça ne va tester que les packages qui ont changé. Ça, c'est la première version avec Lerna, par exemple. Ça peut se faire à la main aussi, on l'a fait sur notre back, on a un monorepo aussi, il n'y a pas de Lerna, du coup on l'a fait à la main, ça se fait assez rapidement. Il y a une autre façon de faire qui est un peu plus rock'n'roll que Google utilisait. Je ne sais pas si j'utilise toujours, donc c'était en 2016 que j'ai eu une conférence là-dessus. Ce que tu peux faire, c'est calculer l'AST, donc Abstract Syntax Tree, de ton code pendant que ça run les tests. Et en fait, ce que eux font, donc pour un ordre d'idée, leur AST fait 2 Go, donc ils ont une code base de plusieurs terras, c'est immonde.
Enfin, je dis pas que Google c'est immonde, hein, voilà. Et ce qu'ils font, c'est que quand ils modifient du code, en fait, ils font un parcours de leur arbre. Ils regardent seulement quelles branches de leur arbre ont été modifiées et ils lancent les tests que sur ces branches. Ok, Un ouais, peu je pense plus rock'n'roll. c'est rock'n'roll, mais je pense que c'est cette partie-là qui manque au test runner JS typiquement pour faire ce genre de choses. Et ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, je regarderai. Bah, l'option monorepose, c'est bien, mais du coup, ça nécessite d'aller splitter ton projet en Ouais. petits modules. Alors, tu as Split SH qui peut peut-être t'aider, mais c'est voilà. Ok, d'accord. Bah, merci pour la réponse. Il n'y a pas de souci. D'autres questions? Sylvain qui pose des questions. C'est pour t'apporter une petite réponse sur Jest. Moi, ce que je fais, c'est pas parce que c'est trop lent, c'est parce que j'avais des fiches mémoire et du coup, Jest au moment juste il crachait. Et CircleCI, les mémoires ça coûte de l'argent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé plusieurs jobs à la suite et en fait, j'ai juste dit Jest, tu lances ces dossiers et après, tu me lances ces dossiers. Et après, tu lances ces dossiers. Et ça, je pense que du coup, c'est facile de faire 3 jobs qui sont en parallèle. Donc, même si tu as 5000 tests, tu peux lancer 1000 tests d'un coup, 1000 tests d'un coup, 1000 tests d'un coup. C'est un peu plus chiant à maintenir, mais c'est une solution. Ok. Pas de questions? Au pire, de toute façon, il y a après avec le buffet pour poser des questions et discuter. Merci. Merci à vous.